Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mara Arabi. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur. Le tweet, la page Facebook et la page YouTube. Likez et commentez. Merci pour votre fidélité. Ce soir, le titre de l'émission. Algérie-France, 60 ans de tension, de questions, d'incompréhension et d'amitié, point d'interrogation avec nos invités. En l'espace de quelques minutes, nous allons effectivement essayer de comprendre un peu les relations entre ces deux pays, notamment après ces 5 ans de premier mandat d'Emmanuel Macron, qui, je rappelle, a défrayé la chronique avec plusieurs sorties. Ce fut un mandat assez particulier. Déjà, on se le rappelle, bien avant son élection au mois de mai, il était interviewé par notre confrère Khaled Drareni. Il avait parlé de crimes contre l'humanité. Et puis, dernièrement, avant la fin de son mandat, Macron a décrit le système politico-militaire algérien de fatigué. La présidence algérienne, donc juste derrière, a annoncé sa décision de rappeler l'ambassadeur d'Alger à Paris. Aucune explication a été donnée, mais on peut bien comprendre pourquoi. Macron avait critiqué aussi une histoire officielle totalement réécrite, je cite, par Alger, qui je cite toujours, ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Les choses sont dites. On essaiera d'écouter tout à l'heure quelques extraits pour finir de citer le président actuel français, puisqu'il a été réélu, Emmanuel Macron. Je cite qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite donc sur une rente mémorielle entretenue par le système, je vous le disais, politico-militaire. La 16e législature, ça c'est parti, puisque les législatures ont eu lieu en France. L'élection donc s'est terminée le 19 juin dans le cadre de ce deuxième tour. On écoutera dans quelques instants une députée, Sabrina Sebaï, Europe Écologie Les Verts, qui réagira notamment à la sortie de José González, Rassemblement National, donc qui revient un peu sur cette période du colonialisme, notamment autour de l'OAS. On y reviendra. On tentera, donc je vous le disais, de comprendre les relations franco-algériennes. Comment peut-on les qualifier aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance? On connaît combien, parfois, je vous le disais, les relations sont assez tendues, conflictuelles et parfois amicale, puisqu'il y a certaines éloges de la part des deux chefs d'État. D'ailleurs, ça a été la même chose pour Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron ou même Nicolas Sarkozy. Ces tensions, notamment, profitent-elles aussi peut-être au pouvoir algérien? Utilise-t-il ces relations parfois douces, parfois amicales, je vous le disais, souvent sous tension, pour peut-être entretenir cette atmosphère, cet environnement un peu de colonialisme, de période coloniale encore présente dans les esprits des Algériens et des Algériennes? Pourquoi est-ce que le président ou encore le Parlement algérien n'a pas réagi, notamment à la sortie de José González? Notamment, on y reviendra, et sachez qu'après cette réaction, une grande partie de l'hémicycle du Parlement français ont applaudi ces mots, pas seulement donc le Rassemblement national auquel appartient José González. Tout d'abord, je vous le rappellerai en fin d'émission, on va pour commencer donc visionner cette affiche que je vais vous commenter. La marche aura lieu dimanche à Paris, à 2 jours du 5 juillet 2022. Donc, vous l'avez compris, 5 juillet 1962. Voilà, dimanche 3 juillet, Paris, de 13h à 18h, place de la République, Nation. Donc, les collectifs, les différents collectifs vous donnent rendez-vous pour commémorer ces 60 ans, rendre hommage, bien évidemment, à ce Hirak, à ce peuple qui aspire encore aujourd'hui à vivre dignement, sans oublier plus de 350 détenus d'opinion, détenus politiques qui sont actuellement derrière les barreaux. On va évoquer donc pour commencer, pour lancer cette émission, l'intervention de ce député Rassemblement National. Le soundbite 2, please, les garçons en régie et l'équipe. Merci José González donc sur cette période du colonialisme. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas.
Crime en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas, et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OAS. Nos invités sur le plateau, Sabrina Sebhaï, députée Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Sabrina Sebhaï. Bonsoir. Merci d'être avec nous, quel plaisir de vous retrouver. Maître Nabila Smaïl, avocate, militante politique. Bonsoir maître. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs et à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Et avec nous, donc, Pierre Audin. Pierre Audin est avec nous, donc, fils de Josette et Maurice Audin. Bonsoir, cher Pierre Audin. Bonsoir, salam alaikum. Comme ça, là, merci d'être avec nous, Pierre Audin. Je reviens avec vous, vers vous dans quelques instants. On va commencer par Sabrina Sebhaï. Rebonsoir Sabrina Sebhaï. Voilà ce que vous avez tweeté. On va voir ce tweet à l'écran dans quelques instants. Après une telle banalisation, où ira-t-on? Point d'interrogation. Le doyen de séance Rassemblement National, je rappelle, comme le veut la tradition, c'est le doyen des députés qui ouvre le premier discours. Voilà à l'écran. Donc le doyen de séance Rassemblement National, nostalgique des assassins de l'OAS, évoque sans honte, vous dites, hein, et larmoyant le souvenir de l'Algérie française sous les applaudissements, une insulte à notre histoire et nos parents. Jour de honte, vous dites, vous l'avez déjà exprimé, hein, je rappelle que vos parents donc ont immigré en France et ont vécu une grande partie de leur vie en France. Sabrina Sebhaï, une réaction. Je crois que vous êtes sortie de l'hémicycle, hein, si je me trompe pas. Alors en fait, on n'est pas sorti immédiatement parce que je pense que d'abord on a été complètement ahuris de cette intervention et surtout des applaudissements qui ont suivi derrière. Alors au mieux, certains ont applaudi par réflexe et ça veut dire qu'ils n'écoutaient pas ce qui était en train de se dire à la séance. Au pire, ils validaient en fait ces propos qui étaient ceux d'une Algérie française et donc une nostalgie vis-à-vis de l'Algérie française, sans tenir compte du fait que le colonialisme était un crime contre l'humanité et toutes les atrocités qui ont été commises sous le colonialisme. Donc j'ai trouvé ça assez choquant en fait que tout le monde applaudisse. Effectivement, moi, mes parents ont émigré en France, ils sont originaires de Sétif. Je pense que tout le monde, en tout cas ici, connaît les massacres de Sétif du 8 mai 45. C'est une histoire assez douloureuse et voir ces gens être nostalgiques finalement de ce qui a été commis sous cette période et les applaudissements qui ont suivi m'ont fait énormément, moi personnellement, ça m'a extrêmement choquée et je me suis imaginé finalement les 5 prochaines années de cette mandature sous la présidence aujourd'hui, grâce à La République En Marche notamment, de ces 2 vice-présidents qui vont présider à tour de rôle cette Assemblée nationale. Sabrina Sebhaï, vous êtes toute jeune. On est en 2022, 60 ans ont passé, mais peut-être avant d'évoquer ces décennies d'indépendance officielle, d'indépendance territoriale. Ensuite, l'indépendance dont rêvent les Algériens et les Algériennes, c'est malheureusement encore autre chose. Mais comment vous êtes jeune, vous avez déjà un bon parcours en politique puisqu'on se connaît. Comment vous pouvez expliquer qu'en 2022, dans une assemblée parlementaire, dans un pays comme la France, l'Occident démocratique, évolué, avec un Parlement tout de même plutôt jeune, comment vous pouvez expliquer que sur une première intervention, on puisse entendre des mots comme ceux-là qui ont suscité de la honte, qui ont choqué énormément d'esprits? Ça prouve une chose en fait, c'est que le Rassemblement national qui a décidé de faire une OPA entre guillemets sur le fait de complètement changer son image et de banaliser finalement les idées d'extrême droite, ça montre leur vrai visage. Leur vrai visage, c'est celui-ci, c'est celui de l'Algérie française, de la nostalgie de l'Algérie française, du colonialisme, et donc cette ambivalence finalement vis-à-vis de l'Algérie, mais qui a été accentuée aussi par l'ambivalence d'Emmanuel Macron sous toute la précédente mandature, avec d'un côté, je reconnais le crime contre l'humanité, de l'autre côté, j'explique finalement que le gouvernement ça va pas, et donc toute cette ambivalence qui a persisté, mais avant lui, on a eu d'autres. C'est pas nouveau. On sait que cette relation France-Algérie, elle est passionnelle et passionnée. Ce n'est pas nouveau. Et en fait, en réalité, aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a eu le rapport de Benjamin Stora, malgré qu'on ait peut-être avancé sur certaines petites choses, il reste une réalité objective, c'est que nous sommes nombreux et nombreuses à demander une ouverture et une déclassification des dossiers de la guerre d'Algérie afin de pouvoir écrire cette histoire, afin de pouvoir la partager. Et c'est seulement ça, c'est-à-dire le travail des historiens, il n'y a que ça
qui permettra de tourner la page sur cette histoire et de pouvoir construire quelque chose de sain entre nos deux nations. On a vu 5 ans de mandature d'Emmanuel Macron qui a joué aussi sur plusieurs tableaux, et puis Abdelmadjid Tebboune aussi. Hein. On verra aussi quelques extraits tout à l'heure, hein, qui parle, le président algérien qui parle parfois d'une haine de la France, qui parle aussi d'être proche d'Emmanuel Macron, qu'ils sont amis, qu'il a salué aussi, le président français a salué aussi son courage. Il y a eu toute une période comme ça de haut et de bas jusqu'aux sorties. Je ne vais pas y revenir, j'en parlais tout à l'heure. Notamment d'Emmanuel Macron, des sorties qui ont créé quand même des tensions. Comment vous pourriez en quelques mots qualifier ces relations entre ces deux pays qui depuis des années sont assez complexes et peut-être difficiles à définir? C'est ce que je disais, c'est vraiment une relation passionnelle en fait avec des hauts et des bas comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'à un moment on s'aime et puis on ne s'aime plus. Dès qu'il y a un désaccord, il est étalé au grand public, mais la réalité, c'est que nous n'avons jamais soldé cette histoire de la guerre d'Algérie. Et en fait, tant que nous n'aurons pas soldé et donc avoir pu coucher sur le papier cette histoire, ce qu'il s'est passé, le nombre de personnes qui ont été massacrées, les exactions qui ont été commises, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il faut savoir regarder en face son histoire, parce que l'histoire de la France aujourd'hui, elle est assez grande pour pouvoir supporter finalement tout ce qui a été commis au moment de la guerre d'Algérie. Je pense qu'on en sortirait grandi des deux côtés de la Méditerranée avec un vrai travail objectif des historiens à partir de dossiers qui seraient déclassifiés et qui permettraient justement de pouvoir reconstruire vraiment une relation saine entre ces deux nations. Et aujourd'hui, on en est très loin malheureusement. Deux questions. La première, est-ce que selon vous, on peut parler de chape de béton qu'il y a sur l'Algérie par la France? Et deuxième question, est-ce que selon vous, d'un côté comme dans un autre, ces relations un peu particulières, parfois ambiguës, où c'est pas clair, on peut partir en vacances ensemble, comme parfois on peut vraiment se tirer dessus? Est-ce que d'un côté comme de l'autre, ça profite pas aux différents pouvoirs, présidences qui sont en place? Bon, en l'occurrence actuellement c'est Emmanuel Macron et de l'autre c'est Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que quelque part ça les sert pas un peu pour entretenir peut-être ces relations même particulières un peu pas entre les peuples, mais en tout cas on voit parfois en France les réactions vis-à-vis de l'Algérie et vice versa? Je ne sais pas si ça les sert ou les dessert. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un peuple au milieu qui, lui, pour le coup, paye la facture de cette relation compliquée et ambivalente. Que ce soit les Algériens de l'autre côté, vous avez vu qu'on a réduit très fortement l'autorisation des visas pour les Algériens afin qu'ils puissent venir en France. Il y a même eu une réglementation spécifique sur les étudiants algériens. Donc d'un côté, vous avez un peuple qui paye la facture et de l'autre côté, vous avez aussi des Franco-Algériens qui vivent en France, qui subissent aujourd'hui aussi finalement quelque part un peu cette discrimination renforcée vis-à-vis des Franco-Algériens. Donc au final, c'est le peuple qui paye, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de complètement travailler, d'assainir ces relations afin que tout le monde, des deux côtés de la Méditerranée, puisse vivre sereinement. Ça vous fait peur aujourd'hui? Vous êtes Europe Écologie Les Verts, vous êtes de gauche, je rappelle, vous avez intégré la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. 8 députés en 2017, 89 aujourd'hui pour le Rassemblement national. Quand vous avez entendu ce député ouvrir comme ça cette nouvelle assemblée, vous avez des craintes, vous? C'est la question que je posais notamment à mes invités dimanche dernier. Est-ce que vous avez des craintes pour les futures générations, pour cette jeunesse française née en France issue de l'immigration, et puis aussi cette richesse qui arrive des pays étrangers qui viennent aussi apporter à la France? Comment vous voyez ces prochaines années? Bien sûr, une très très grande inquiétude, mais une très grande inquiétude parce que la digue républicaine a cédé finalement, mais elle a cédé parce qu'on a banalisé les propos et les théories de l'extrême droite. Quand vous avez Gérald Darmanin, qui est comme ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui explique à Marine Le Pen qu'elle est trop molle sur certaines questions, il y a une banalisation de l'extrême droite qui fait qu'aujourd'hui, on a 89 députés du Rassemblement national. Emmanuel Macron, qui s'est fait élire grâce au barrage républicain, au Front républicain, n'a pas usé de ce front républicain pour éviter à ces députés d'extrême droite d'arriver finalement sur cette Assemblée nationale. Pire que cela, ils ont permis l'élection de 2 vice-présidences
qui sont confiés au Rassemblement national aujourd'hui, et donc il leur donne une tribune aux plus hautes fonctions aujourd'hui de l'Assemblée nationale afin de pouvoir présider cette Assemblée. Et oui, il faut s'en inquiéter, et en même temps, le fait qu'ils puissent s'exprimer et donc montrer finalement les idées nauséabondes qu'ils continuent à le porter, ça va permettre aussi d'expliquer que le Front National, même s'il a changé de logo, même s'il a changé de nom, n'a pas changé d'idée. Il est profondément raciste et il faut continuer à les combattre pour éviter qu'un jour ils accèdent au pouvoir. Vous êtes beaucoup, avant de vous quitter, vous êtes beaucoup à évoquer effectivement peut-être la mandature de Macron qui avait fait espérer effectivement des choses pour cette gauche en 2017, mais il y a aussi la responsabilité de la gauche, hein. Vous en faites partie, peut-être un manque d'alliance au premier tour. Enfin, est-ce que cette gauche, à un moment donné, n'a pas su être à la hauteur pour faire face au Rassemblement national, puisque c'est son idéologie? En réalité, ça remonte à très très loin parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, à chaque élection présidentielle, on a l'impression que le candidat qui souhaite être élu, son seul objectif, c'est de se retrouver au second tour face au Rassemblement national afin d'être sûr d'être élu. Mais on voit bien, même là, ce front républicain, il s'effrite. Depuis Jacques Chirac à Emmanuel Macron, les résultats ne sont plus les mêmes. Le Front national n'a fait que progresser. Donc, il y a une responsabilité collective de toutes les organisations politiques qui ont permis finalement à ce parti de continuer à exister malgré les propos qu'il tenait, malgré le racisme qu'il porte dans leur projet. Oui, à ce niveau-là, je ne peux qu'être en accord avec vous. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron porte une responsabilité plus grande parce qu'il s'est présenté comme étant celui qui permettrait justement de faire baisser, de faire même disparaître la question du Rassemblement national. Et aujourd'hui, on voit que grâce à lui, ils sont non seulement 89 députés, mais ils ont 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale. Je vais faire le journal Le Moyen. Vraiment, dernière question. Je vais donner la parole juste derrière à Nabila Smaïl et à Pierre Audin. Vous êtes député aujourd'hui. Pendant ces 5 ans de mandature d'Emmanuel Macron, il y a eu un mouvement en Algérie. Vous êtes originaire d'Algérie, je le rappelle. On a entendu Mathilde Panot, on a entendu Jean-Luc Mélenchon s'exprimer, en tout cas dénoncer certaines répressions en Algérie. On a entendu aussi Marie Arena, entre autres, députée au Parlement européen. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle mandature, ce nouveau Parlement, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait entendre un peu plus de députés, pas s'ingérer, pas spécialement entrer, mais parfois dénoncer, parce que voilà, il y a parfois des choses à dénoncer, comme l'ont fait certains ou certaines, ou ça va être un statu quo selon vous? Mais en réalité, je pense qu'il faudra, de toute manière, il faut toujours se placer du côté, bien évidemment, pour dénoncer ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, et lorsqu'il y a des injustices qui sont commises, quel que soit le pays, sans faire de l'ingérence, effectivement. Après, vous savez, moi, peut-être qu'on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de revenir, puisque je vais siéger à la Commission des Affaires étrangères, et on aura sûrement, peut-être, pendant cette mandature, l'occasion d'évoquer aussi la question algérienne, et on aura sûrement à ce moment-là l'occasion d'en discuter plus longuement avec vous. Avec plaisir, le rendez-vous est pris. Merci pour votre fidélité. Sabrina Sebaï, donc députée. Je rappelle qu'au deuxième tour, vous avez été élue avec 51% des voix et vous êtes Europe Écologie Les Verts au sein de la NUPES. Nabila Smaïl, rebonsoir. Merci d'avoir patienté. Sabrina Sebaï est en pleine conférence. Voilà, fallait commencer ces 15 minutes avec elle. Je sais qu'aussi Pierre Audin est pris par le temps. Nabila Smaïl, première question. Vous avez entendu des choses. José González, sa sortie. On parle aujourd'hui de ses relations. Macron est nouvellement élu. Vous connaissez son parcours avec Abdelmadjid Tebboune. Jean-Yves Le Drian avec son homologue Lamamra. Comment vous voyez ces 5 prochaines années et comment vous pourriez qualifier cette relation et puis surtout peut-être une réaction tout de même sur la sortie de ce député Rassemblement national? Écoutez, moi je pense que je vais commencer par emprunter une célèbre citation de Hussein Ahmed Allah yarhamou, qui avait dit tous les chemins mènent vers la paix sauf le chemin vers la France. Parce que nous savons tous que vous chassez le naturel et revient au galop. Donc les propos de ce député de l'extrême droite sont des propos qui sont partagés par beaucoup
malheureusement beaucoup de Français qui n'ont jamais accepté, de quitter de cette défaite, de quitter un pays comme l'Algérie. L'Algérie, ils l'ont considéré comme étant une partie de la France. Pour preuve, ils n'ont jamais quitté ce pays. Ils n'ont jamais quitté ce pays parce que vous savez que nous savons tous que toutes les politiques depuis l'indépendance, la France s'est toujours mêlée de ce qui se passe en Algérie. Il y a toujours eu elle a toujours pesé. Pour preuve, elle a toujours joué avec le dossier des archives, elle a toujours joué avec cette histoire de refaire, de dire et de faire sortir les dossiers des archives. Et ça a toujours été son cheval de bataille. Elle a toujours utilisé l'histoire des archives pour faire et faire le chantage qu'elle veut. Donc la France, moi je parle de la France, je parle des tenants du pouvoir, je parle pas du peuple français, je parle pas des nouvelles générations qui commencent à dire ça suffit maintenant, et il faudra qu'on assume, il faudra qu'on sache ce qui s'est passé pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Parce que maintenant, il y a des choses, il y a des choses qui existent, il y a une réalité qu'il faut pas occulter, qu'il faut pas ignorer. Cette réalité, c'est que il y a des Algériens qui vivent là-bas, et il y a des Algériens qui sont nés là-bas, et il y a un intérêt, il y a la nécessité d'aller vers un intérêt commun. Or, malheureusement, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se dire, c'est toujours la France qui en tire profit jusqu'à contrôler ou à décider ou à avoir des jugements sur tout ce qui se passe en Algérie. Maintenant, vous avez un député qui a dit ce qu'il pensait, ce que beaucoup de Français disent, mais pensent. Mais moi, ce qui m'a fait de la peine dans les propos qu'il a tenus et qui sont le reflet de cette haine, de cette vengeance, de cette revanche qu'ils n'ont pas pu prendre parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'ils soient chassés après 7 ans de guerre. Ils l'ont jamais accepté. Mais moi, ce qui m'a plutôt fait mal, c'est le silence de notre côté, c'est le silence du pouvoir algérien face à des propos aussi graves, face à un dérapage aussi grave qui porte atteinte à l'histoire, à la mémoire, à nos martyrs et à tout ce que nous avons bâti. Vous savez, quand le peuple est sorti le 22 février 2019, quand il criait Istiqlal, 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 c'est parce que tout le peuple algérien a toujours senti que l'indépendance n'est pas parachevée. Comme disait Hussein Ahmed, nous avons libéré le sol, mais pas le peuple. La France a fait partie de ceux qui ont toujours refusé qu'il y ait de véritables élections indépendantes, une véritable indépendance de la justice, une véritable démocratie, parce que une véritable démocratie voudra dire et veut dire systématiquement un véritable parlement qui va exercer un véritable contrôle sur les contrats qui sont passés avec la France, avec les autres pays. Donc quelque part, la France continue à ignorer le peuple et c'est ce qui explique le volte-face dans les propos de Macron. Tantôt il est avec les dirigeants algériens, tantôt il est contre, tantôt il invite des jeunes pour parler de l'histoire française et considérer que la colonisation est un fait culturel et un fait historique. Donc ils s'en en vantent. Il est content, il est fier de ça, alors qu'en réalité cette colonisation est une honte dans un état de droit. C'est une honte pour une république. C'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu. Et quand on parle de reconnaître son crime, ils vous disent on peut reconnaître, mais on va jamais demander pardon. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de repentance. C'est comme si ils ne reconnaissaient pas le nombre de martyrs, tout ce que l'Algérie a subi, tout ce qu'elle a connu, 130 ans de colonisation et tout ça. Ces propos-là, considérer que l'OAS. Oui, je vous entends, Nabila Smaïl. Oui, parce que je vous ai perdu un certain temps. Considérer que l'OAS n'est pas une organisation criminelle et que il met des doutes sur est-ce que c'est eux qui ont fait ces exactions ou c'est pas eux. Ça, c'est un peu osé. Ça, c'est gros. C'est osé. Et ça, c'est blessant. C'est blessant.
On va y revenir, Nabil Asmaël. Notamment, on va essayer de rentrer dans le détail dans un instant sur effectivement le silence de la présidence, des autorités politiques du Parlement algérien, sachant que là, la sortie, elle est plutôt du Rassemblement national, elle n'est pas du côté d'Emmanuel Macron. On va donner la parole à Pierre Audin. Rebonsoir Pierre Audin, merci d'avoir patienté. Une réaction, d'abord une question puisque ça a été public, hein, vous l'avez publié sur vos réseaux sociaux, vous avez été naturalisé. Comment s'est passé ce séjour en Algérie ? Je préfère qu'on parle de ça parce qu'effectivement, on est allé avec une délégation de l'association Josette Maurice Audin en Algérie il y a un peu moins d'un mois pour célébrer les 60 ans de l'indépendance. On est plutôt tourné vers l'avenir et pas vers le passé. On n'est pas en train d'essayer de regretter une Algérie française perdue, etc. On est en train d'essayer de construire l'avenir. C'est pas le cas en France, en tout cas, apparemment. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Parce que, par exemple, le 5 juillet, jour du 60e anniversaire de l'indépendance, SOS Racisme organise un événement, mardi soir, dans le 19e arrondissement, où il y aura un certain nombre de jeunes qui vont se rencontrer, qui sont des descendants des différents camps, disons, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance de libération nationale. C'est plutôt sympathique de se dire que justement les jeunes en question, ils savent d'où ils viennent, ils savent quelle est l'histoire, quel est le passé, et ils ont envie d'avancer ensemble, de construire ensemble l'avenir commun, parce qu'il sera forcément... Quand je dis que c'est pas le cas... Pardon. Oui, quand je dis que c'est pas le cas en France, bien sûr, je parle des pouvoirs respectifs, en l'occurrence. Voilà, en tout cas, on a l'impression que, pareil, au niveau Ce qui est peut-être plus important, c'est les gens plus que le pouvoir. Les sorties de José González, c'est quelqu'un qui est du Front National de Jean-Marie Le Pen, le tortionnaire Le Pen. Hein, le FN s'est camouflé en RN, mais c'est bien toujours la même chose. C'est lamentable, mais disons que ceux qui ont voté pour ces gens-là, ils vont sans doute finir par se rendre compte de ce que c'est que l'extrême droite, de ce que c'est que les fascistes. Ils sont toujours à contresens de l'histoire, ces gens-là. Hein. Je pense personnellement aujourd'hui, ici, genre de sortie, maintenant, on est-ce devrait qu'à un moment donné, c'est pas... Ce genre de sortie, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas peut-être on ne pourrait pas qualifier ça d'une sorte d'irresponsabilité? Alors là, c'est le Rassemblement national. Il y a aussi eu des sorties d'Emmanuel Macron et puis aussi parfois des anciens présidents du côté aussi de la présidence algérienne. Est-ce que c'est pas quelque part une sorte d'irresponsabilité qui entretient aussi ces tensions entre ces deux pays? Oui et non. Ces tensions entre ces deux pays, par exemple, quand M. Macron a émis des doutes sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française, c'est comme quand José González sort ses âneries et ses ignominies. Ça permet une espèce d'union sacrée, en fait, des Algériens entre eux et autour du pouvoir actuel. Donc c'est très utile pour les deux pouvoirs. Hein. Ils font semblant de ne pas s'entendre, de dire des choses qui les bouleversent, etc. Mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui est très utile pour les deux. Alors c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites. Quand on voit un peu ce jeu de chat et souris pendant ces 5 ans, on va s'arrêter sur ces 5 ans, parce qu'ils ont été assez particuliers. Hein. C'était pas le cas du temps de Sarkozy et de Hollande. Hein. Là, c'était vraiment assez particulier. On passe du crime contre l'humanité. On va certainement écouter quelques sonores tout à l'heure, mais je préfère donner la parole aux invités. Ça a été particulier ces 5 ans de mandat. Et alors, justement, en quoi ça leur profite, par exemple? Typiquement, quand on regarde le président de la République algérienne, il avait un problème de légitimité avec l'élection de décembre 2019. Là, il se retrouve avec toute la nation algérienne derrière lui comme un seul homme, à cause des propos de M. Macron qui met en doute l'existence de l'Algérie avant la France, etc. quoi. Donc, typiquement, c'est quelque chose qui est très utile pour le pouvoir actuel. C'est une légitimation.
c'est une façon de légitimer le pouvoir actuel. Tout le monde se retrouve soudé face à l'ignominie des propos tenus par le président de la République française. Bon, ben voilà, ça a permis cette chose-là. C'est peut-être qu'ils se sont mis d'accord, hein, les deux présidents de la République, ils se sont peut-être mis d'accord sur ce qu'il fallait faire pour permettre cette légitimité qu'il avait du mal à avoir, quoi, disons, avec le petit score qu'il avait fait en décembre 2019. Moi, je pense que il y a eu beaucoup de choses, disons, pendant les 5 ans. C'est plus ou moins bien interprété, c'est plus ou moins bien compris, je pense. Est-ce qu'on peut dire de la même chose d'Emmanuel Macron, effectivement, qui a joué sur les deux tableaux avant des échéances électorales aussi? Oui, mais quand on regarde, par exemple, quand on regarde ce qu'il dit avec Khaled Drarni en parlant de crimes contre l'humanité, il n'est pas du tout en train de parler de crimes contre l'humanité d'un point de vue juridique. Et il s'est fait remonter les bretelles par ses conseillers ensuite, et il ne l'a plus jamais redit. Parce que d'un point de vue juridique, ça veut dire quelque chose. Là, il était en train de parler, disons, comme un honnête homme, etc., en train de dire que la colonisation, c'était un crime, que ça allait contre l'humanité, etc. Bon, et il s'est fait prendre au piège parce que tout le monde a interprété ça comme un terme juridique, ce qui n'était pas le cas dans son discours, je pense. Mais ceci étant, il a fait un certain nombre de choses qui ont été plus ou moins bien prises par le pouvoir algérien. Par exemple, quand il est venu le 13 septembre 2018 chez ma mère, lui remettre une déclaration. Dans cette déclaration, il disait des choses à propos de Maurice Audin, très très peu. Mais il disait surtout des choses à propos des milliers qui sont comme lui, qui ont disparu comme lui, qui ont été torturés comme lui, qui ont été assassinés comme lui, en 1957 en particulier, à Alger. Et il disait des choses sur l'utilisation de la torture de façon généralisée, sur les objectifs de la torture. La torture servait à terroriser la population, elle ne servait pas à autre chose qu'à terroriser la population et à inciter les gens à ne pas prendre le chemin de l'indépendance, à rester tranquillement chez eux et à ne pas s'agiter pour obtenir l'indépendance. Donc typiquement, dans la déclaration du président de la République française, il y avait énormément de choses très positives. Le pouvoir algérien a répondu du bout des lèvres, c'est une affaire franco-française, et ils n'ont même pas lu la déclaration du président de la République française. Je pense que c'est dommage, parce que finalement, quand on regarde comment les choses se sont passées ensuite, puisque l'Algérie ne tient pas compte de ce qui a été dit à ce moment-là, qui était très positif, lui, il donne des signes à la droite et à l'extrême droite, parce qu'eux, ils sont plus réactifs et qu'ils vont être satisfaits de nouvelles déclarations concernant l'Algérie. Bon, donc c'est, je pense, un mauvais calcul de la part des autorités algériennes que d'avoir décrété qu'il s'agissait d'une affaire franco-française et d'avoir regardé les choses, d'avoir dit les choses du bout des lèvres en disant oui, non, c'était vraiment quelque chose de positif. Ça concernait que la torture, mais c'était quelque chose de positif. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Avec l'ouverture des archives, il y a énormément de choses à savoir sur cette période et sur ce qui a été fait avec cette torture et avec ces assassinats et ces exécutions sommaires. Il y a un site web que n'importe qui peut aller voir, qui s'appelle milautre.org, 1000autres.org. C'est très simple et ça permet de voir tout ce qui a été fait par les historiens depuis le 13 septembre 2018 pour essayer d'obtenir des renseignements sur les milliers d'autres Maurice Audin, les milliers d'autres comme lui, qui ont, pour le moment, il y a grosso modo 350 cas qui ont été alimentés, sur lesquels on peut dire des choses de façon intéressante, disons. Il reste encore beaucoup à faire, mais disons que depuis le 13 septembre 2018, le 14 septembre 2018, ce site a ouvert le lendemain de la déclaration du président de la République française, les choses ont effectivement avancé, ont effectivement progressé. On est à un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, et c'est pas si mal d'avoir déjà 350 cas. Restez avec nous, il nous reste une petite vingtaine de minutes d'émission. Alors je rappelle tout de même, même si il est connu, Maurice Audin, mathématicien, militant de l'indépendance algérienne, donc après son arrestation, si je ne me trompe pas, le 11 juin 57, donc a été déclaré mort le 21 juin. En 2018, vous le disiez, que le président Emmanuel Macron reconnaît officiellement les responsabilités de l'État français et de l'armée française dans cet assassinat.
On a une pensée bien sûr pour lui et votre maman. On va assassinat de milliers d'autres comme lui. Oui, vous le disiez. Je voulais juste le rappeler puisque je vous connais et vous l'avez pas rappelé. Vous avez surtout une pensée pour les autres, mais c'était aussi important de le rappeler parce il fait partie de ces figures emblématiques qui ont permis aussi à l'Algérie d'en arriver là aujourd'hui. On va écouter ici le président Abdelmadjid Tebboune qui fut une époque il y a quelque temps, pas si longtemps, parlait de haine de la France. On n'a pas d'instrument de mesure pour mesurer la haine ou l'amour. Qu'emporte un peuple, un pays. Pas d'instrument de mesure. Mais ce qu'il y a, فرنسا تربطنا بها مشاكل. فرنسا استعمرتنا 130 سنة 132 سنة. 132 سنة في جرائم بشعة ندارت في هذه البلاد. واش نمحيها أنا بكلمة. D'un autre genre, cette fois-ci c'est Lamamra qui nous parle de la France Macron, ami de l'Algérie. Emmanuel Macron صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر ننتظر الدور. Nabil Asmaïl avec nous dans le fond avec un peu plus de profondeur. Bon, d'abord, première question, elle est un peu brutale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une réelle chape, il y a une réelle dominance de la France sur l'Algérie, que c'est aussi la France? C'est une question un peu directe, mais c'est vrai qu'elle revient souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la France qui mène les rênes, qui domine aussi bien le chef d'état-major, aussi bien la présidence algérienne? Et puis, deuxième question par la suite, après avoir répondu à celle-ci, est-ce que ce genre de jeu, de chat et souris, est-ce qu'à un moment donné, alors Pierre Audin a donné son analyse là-dessus, est-ce que ça ne profite pas quelque part, effectivement, d'un côté à Emmanuel Macron, peut-être avant la période électorale, de sortir les propos qu'il a eus, un système politico-militaire, et puis parfois essayer de redorer le blason en parlant et en rendant hommage à son homologue Abdelmadjid Tebboune? Est-ce que d'un côté comme dans l'autre, ça ne leur profite pas quelque part en entretenant un peu cette atmosphère de la période coloniale et qui parfois peut-être c'est une question aussi qui enferme un peu les Algériens peut-être malheureusement et ne pas aspirer à d'autres orientations dans leur vie de tous les jours? Malheureusement, le manque de légitimité au sein du pouvoir algérien depuis l'indépendance pourrait donner à la France le droit et le privilège de jouer et de faire ce qu'elle veut. Parce que le peuple algérien n'a jamais eu le droit de choisir. Ça, c'est d'une. Donc, le manque de légitimité fragilise le pouvoir et le laisse et pourrait le laisser comme une proie entre les mains d'une république qui est tout sauf une réelle république. Parce que quand vous me dites, et j'ai entendu les propos de Pierre Audin qui disait que c'est une chamaillerie qui arrange bien les deux côtés, je suis entièrement d'accord avec ça, à partir du moment où, si on regarde les dates et on se pose la question, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est à une semaine de festivités, à une semaine du 5 juillet, 60 ans après l'indépendance, à une semaine de ça, on vous envoie comme ça un député qui jette comme ça son venin pour dire qu'il n'y a rien à regretter et qu'il n'y a pas eu de crime et que il a cette nostalgie assassine. Donc, vous savez, quelque part, ça arrange tout le monde parce que c'est destiné surtout à serrer les rangs derrière les gouvernants, et c'est destiné aussi à occuper les peuples des vrais problèmes. Parce que Macron a beaucoup de problèmes lui aussi, et il se débrouille pour s'en sortir. Il a beaucoup de problèmes, mais les Algériens aussi, le pouvoir algérien a beaucoup de problèmes avec son peuple qui n'arrive pas et qui ne veut plus. Il veut plus ce genre de jeu. On a tous compris qu'il y a eu un mariage à blanc entre l'Algérie et la France, et que ce divorce ou cette indépendance est tenue par un divorce qui a fait beaucoup de dégâts collatéraux pour les pouvoirs, pas pour le peuple, parce que le peuple a assumé ce divorce, mais pas les gouvernants. Donc vous savez, il y a vraiment un problème. Il y a un problème qui réside dans le fait que les deux peuples cherchent à tremper
non, plutôt les deux pouvoirs cherchent à tromper leur peuple, cherchent à les occuper, parce qu'il y a réellement des problèmes face auxquels ils n'arrivent pas, des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc il y a comme un deal, parce que moi c'est toujours les dates qui m'interpellent. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi c'est sorti conjoncturel? Pourquoi M. Tebboune dit que nous avons des problèmes avec la France? Mais lesquels? Il faut dire lesquels. Ensuite, il revient et dit non, Macron est notre ami. Mais on parle d'un président, on ne parle pas d'une personne. Donc, quand vous avez des propos aussi changeants, quand vous avez des positions aussi changeantes, vous ne savez plus qu'est-ce qu'ils veulent nous distiller. Quel est le message? Est-ce que c'est un message qui est adressé au peuple ou c'est un message qui est adressé au pouvoir français? Toujours est-il que la France, ou le pouvoir, tout à l'heure vous me disiez c'est l'Assemblée qui a fait ça, c'est pas Macron, mais Macron a fait pire. Donc, toujours est-il que la France n'a jamais accepté qu'on lui enlève un pays comme l'Algérie. Vous savez, je vous disais ça surtout, Nabila Smaïl, je vous disais, Maître, je vous disais surtout ce que je voulais vous dire, c'est surtout que là, c'est un député qui est d'opposition à Emmanuel Macron. On aurait pu entendre la présidence algérienne sortir de ses gonds en étant totalement en colère et en dénonçant ce député qui revient et qui fait une telle sortie. En l'occurrence, on n'a entendu personne en Algérie. Hein. On n'a entendu personne, et moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il a été applaudi par les autres députés qui ne sont pas de la même formation politique que lui. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est ce qu'ils pensent en réalité. Ils n'ont jamais pardonné ça. Nous, on n'a jamais pardonné les crimes. Eux, ils n'ont jamais pardonné qu'on les chasse de notre pays. Ça, c'est d'une. De deux, vous savez, moi, personnellement, ce qui me fait de la peine, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai entendu cette phrase Stamrona Miotlakin Sina, moi j'ai envie de répondre par la fameuse phrase de Flag qui disait maintenant c'est à nous de les coloniser. C'est à nous, ils sont bien rentrés ils sont bien restés chez nous 130 ans, c'est à nous de faire maintenant la même chose. Il y a une réalité qu'il faut accepter. Que les peuples ont besoin de passer à autre chose. Mais le fait d'utiliser la mémoire, d'utiliser le passé, d'utiliser les archives, d'utiliser ce dossier qui ne veut pas être clos par une reconnaissance. Il faut absolument reconnaître ce que la France a fait en Algérie. Et il faut arracher une repentance. Il faut dire qu'il y a eu des crimes, qu'ils ont colonisé, ils ont tué, ils ont pillé, ils ont massacré, ils ont fait leurs premiers essais nucléaires en Algérie. Tout ça, personne ne peut le pardonner. Alors qu'on envoie à une semaine avant l'indépendance, on envoie un député pour dire, toute honte bue, que l'OAS n'est pas une organisation meurtrière et c'est pas sûr que ce soit eux qui aient fait ce qu'ils ont fait. Alors que cette même organisation a tué aussi des Français, elle a massacré des Français. Donc ça, je pense que c'est cet instinct de criminel, cet instinct de sanguinaire qui a pris le dessus. Ce bonhomme a dû s'oublier ou il a dû être actionné pour ça à une semaine de la fête de l'indépendance. Pourquoi? Pour encore pour faire réagir le peuple algérien, pour encore lui donner un sujet, pour oublier toutes ces peines. Parce qu'après le 5 juillet, il y aura le 6. Qu'est-ce qui aura changé dans la vie des Algériens? Et ce qui me fait mal, et je le dis et je le répète encore une fois, ce qui m'a fait mal, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Et quand on se tait, et qu'il se tait, qu'on sent. Ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction. Et quand on dit que quand on se tait, qui se tait qu'on sent, ça me fait vraiment mal. Parce que, est-ce qu'ils ont peur de blesser la France? Est-ce qu'ils ont peur de répondre? Est-ce qu'ils n'ont pas quoi répondre? Sachant que alors qu'ils sont à l'aise pour répondre. Parce que ça vient d'un député, ils peuvent très très bien lui répondre. C'est ce que je vous disais. De notre Assemblée, le président de l'Assemblée peut répondre. Le président du Sénat peut répondre. Le ministre, bon, on va faire dans le parallélisme des formes. Il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de je vous laisse terminer, Nabila Smaïl. Oui. Il y a eu pas mal de... c'est pas le président qui va répondre, c'est pas le ministre des Affaires étrangères qui va répondre, mais si on respecte les formes, ça a été dit par un député,
d'une assemblée qui s'est tenue, qui a applaudi. Il faudra que l'assemblée Tana, il faudra qu'elle réponde aussi. C'est ce qu'on appelle. Bien sûr, c'est le lancement. C'est l'usage. Il faut répondre. Mais merci, oui. qu'est-ce qu'ils vont répondre? Je vous laisse vraiment terminer, Nabila Smaïl, s'il vous plaît. Oui, oui. Ouais, je voulais juste aussi annoncer qu'il y a eu plusieurs députés de la NUPES, Julien Bayou et Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise a répondu, les socialistes ont répondu, entre autres. En tout cas, effectivement, ce qui a été décrié, c'est le silence d'autres députés, aussi d'autres autorités en France. Et puis, bien évidemment, on ne va pas y revenir, on l'a évoqué longuement, l'Algérie. 2 petites minutes de mots de la fin à ces quelques jours de ce 5 juillet. Pierre Audin. C'est moi qui fais la conclusion. Je vais vous dire, il y a 2 petits événements concernant Josette et Maurice Audin. Je parle de ce que je connais bien. 2 petits événements. Un qui va avoir lieu le 5 juillet, en fin d'après-midi. C'est l'inauguration d'une fresque dans le 20e arrondissement de Paris. Une fresque réalisée par des jeunes sur l'idée d'un jeune street artiste qui s'appelle Aurel. Ça va être inauguré. C'est quelque chose qui est dirigé vers l'avenir, qui me semble être quelque chose de positif. De même que le 11 juin dernier, au Kremlin-Bicêtre, en banlieue parisienne, il y a une œuvre d'un autre street artiste, peut-être plus connu, C215, en métal, qui a été réalisée à propos de Josette et Maurice Audin. Et cette œuvre en acier, il a fallu construire un mur pour l'accrocher dans un square qui s'appelle le square Josette et Maurice Audin au Kremlin-Bicêtre. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez original. C'est un mur autour duquel on peut tourner, devant lequel on peut s'arrêter, on peut aller d'un côté, de l'autre, pour observer l'œuvre de C215. C'est le premier mur dont j'entends parler, qui ne sert pas à couper les gens les uns des autres, à isoler les gens les uns des autres. Il y a beaucoup de murs qui ont été construits à travers le monde à l'heure actuelle. Il y a des murs virtuels comme les visas. Il y a aussi des murs, des vrais murs. Et là, je trouve que c'est un joli symbole vers l'avenir que de dire, on accroche une œuvre d'art sur un mur, donc on construit le mur pour pouvoir mettre une œuvre d'art dessus. Et on peut tourner autour, on peut profiter de cette œuvre d'art grâce au mur qui est là. Je pense que il faut aller vers l'avenir, il faut avancer vers l'avenir. Et en particulier avec les artistes qu'on va pouvoir le faire. Et avec les jeunes. La culture. Avec les jeunes et la culture, effectivement, pendant aussi cette révolution, on a vu énormément d'artistes s'exprimer avec des slogans, avec des textes, avec des chansons. Avant de vous quitter, la marche de dimanche 3 juillet, c'est dans 48 heures. Voilà, rendez-vous 13h, place de la République, pour commémorer ce 5 juillet 1962, comme le disent pas mal de militants, de hirakistes, cette indépendance territoriale, puisqu'on l'entend maintenant depuis plusieurs mois. Ils souhaitent une réelle indépendance en termes de liberté, de dignité, de vivre librement et normalement dans leur pays. Merci à Sabrina Sebaï, députée Europe Écologie Les Verts. Avec nous, Pierre Audin, on l'a évoqué, fils de Josette et Maurice Audin. Et puis, maître Nabila Smaïl, quel plaisir aussi de vous avoir retrouvé, avocate militante politique. Voilà, Algérie-France, 60 ans de tension, d'amitié, d'incompréhension. C'était la thématique de l'émission. Un petit clin d'œil aux équipes qui travaillent avec nous. J'en profite pour rendre hommage et saluer, souhaiter une nouvelle belle aventure à Mounir qui est là, qui a travaillé à nos côtés, à la rédaction, à la production, qui a travaillé beaucoup sur les graphes, les montages, qui s'est énormément impliqué. Voilà, c'est un jeune homme de valeur agréable et qui n'a jamais renoncé à toutes ses missions pour vous proposer le meilleur des programmes et les meilleurs des images à l'antenne. Cher Mounir, on t'embrasse bien fort. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous dimanche à la marche. Vous aurez le plaisir de retrouver demain soir mon ami, mon confrère Nasser Djoudi. Bonne soirée à tous sur El Mar Al Libya.